Radio check, radio check. Radio check. Bro, t'es-tu en train de manger? Non, je suis en train de boire. Bon, ben ça y est, ça c'est notre intro. Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce nouvel épisode. Cette semaine, on met la table pour notre Grand Prix national et c'est-à-dire le Grand Prix du Canada 2025. Et oui, après plus d'un an d'attente, on est enfin en pleine symbiose pour assister ou se préparer même pour notre Grand Prix national, le Grand Prix du Canada, le dernier en juin. Et pour ce faire, on va faire un petit tour d'horizon des 10 équipes qui seront en action cette fin de semaine au circuit Gilles Villeneuve. Et je suis accompagné de Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment ça va? Ah, écoute, sur un niveau de excité à super excité, je ne sais pas comment me jauger pour le moment. Ben, écoute, c'est notre cadeau de Noël, en fait, cette semaine. C'est le moment où on accueille cette belle compétition que l'on aime tant. Donc, ça se comprend d'être autant excité. Oui, exactement. Et en plus de ça, ben, d'abord, il y a Ana Maria Mercado-Lopez qui va se joindre à nous un peu plus tard durant cet épisode. Et ensuite, et aussi, ben, après les fiascos logistiques, météo de l'année passée, ben, on espère que ce Grand Prix du Canada sera aussi bon que cela a été l'année passée. Il y a une des meilleures courses de la saison. Ouais, sur la piste, ça avait été exceptionnel. En dehors, beaucoup de problèmes. Donc, on espère que ça aille mieux. Dans les derniers mois, dans les médias, on a pu entendre que le Grand Prix était sous pression pour que tout soit parfait. On verra comment ça va se passer. Mais je pense que les améliorations vont faire du bien. Juste l'ajout des toilettes. Je pense qu'on parlait de quoi? De 80% plus de toilettes, je crois. C'est majeur, là. Donc, ça aussi, j'ai hâte de voir comment toute cette logistique-là va se passer, va se dérouler. La nouvelle entrée sur le pont Victoria pour ceux qui sont dans les Sénats, ça aussi, c'est un ajout majeur pour ces propriétaires de billets. Donc, beaucoup de nouvelles choses qui, je crois, vont faire du bien à cette édition de la Formule 1. Et on l'espère faire pérenniser cet événement lors de la prochaine décennie au moins. Là. Exactement. Et en plus, une nouvelle application F1 GP du Canada. Donc, ceux et celles qui seront au circuit Gilles Villeneuve, ben, je vous conseille très fortement de télécharger cette application pour des informations sur le circuit, activités, tout ça. Et aussi, on a le guide qu'on va sortir dans les prochains jours pour vous aider à mieux, pour avoir un peu plus d'activité à l'extérieur du circuit Gilles Villeneuve. Mais bon, on va se concentrer sur ce qui se passe en piste, Marc-André, parce qu'il faut faire le tour d'horizon de cette entre-temps, parce qu'il y a eu plusieurs Grands Prix entre Melbourne et Montréal. Et on va commencer avec McLaren, meneur du championnat avec 362 points, et Oscar Piastri et Lando Norris qui sont en tête respectivement au championnat des pilotes. Alors, comparé à l'année dernière, McLaren arrive comme étant l'équipe à battre, Marc-André. Oui, ça va être une première pour nous les Montréalais dans cette position. Puis c'est franchement mérité de la part de McLaren. Il y a du gros travail technique et d'essais derrière ses succès. Puis tu sais,
on voit à quel point la voiture est rapide, à quel point elle a surpassé Red Bull et Mercedes dans les dernières dans la dernière année. Mais surtout, ce sont, je pense, des pilotes qui sont bien en contrôle aussi de cette voiture. On va sûrement peut-être parler de prédictions à la fin, donc je vais peut-être garder ça pour un petit peu plus tard, mais nécessairement, on est obligé de mettre McLaren avec une longueur d'avance, surtout dans les conditions de Montréal, avec une piste qui est très rapide, mais à la fois très lente. Donc, tous des scénarios qui peuvent plaire à cette voiture McLaren, qui en ligne droite est très rapide, mais par moment aime beaucoup les virages lents aussi. Donc, je pense que ça pourrait être une voiture là, à surveiller dans la prochaine fin de semaine. Mais encore là, c'est assez facile à dire. Donc, j'ajouterais que j'ai hâte de voir justement à quel point cette voiture, en fait, va être dominante sur le circuit, ou est-ce qu'il y a des écuries comme Red Bull ou peut-être Ferrari qui va réussir à trouver un réglage qui va permettre à la voiture de tenir le coup sur McLaren. Et parce que, oui, McLaren domine largement le championnat des constructeurs, mais du côté des pilotes, c'est beaucoup plus serré parce que Oscar Piastri mène le championnat avec 10 points d'avance sur Lando Norris, ce qui est très serré dans les standards de la Formule 1 avec le barème de points actuel. Et d'ailleurs, Piastri arrive à Montréal avec une victoire très importante à Barcelone, une course où il a été dominant, mais Piastri quand même a été assez dominant sur l'ensemble de la saison comparé à Lando Norris. Oui, complètement. Puis c'est pour ça que depuis le début de la saison, on se demandait quand cette coupure-là allait se faire entre un des deux pilotes. Puis au début de l'année, on se disait, bon, mais c'est sûrement Norris qui va avoir l'avantage. Puis un jour, McLaren n'aura pas le choix de donner l'avantage à Piastri. Et rapidement, dans la saison, on a vu que Piastri prenait la tête même de l'écurie. Actuellement, il semble pas avoir encore de premier pilote. J'ai l'impression qu'on joue encore et on surfe sur la vague on a deux pilotes, puis on verra comment, selon les performances de l'un et de l'autre, qu'est-ce qu'on va faire. J'aurais cru que ce soit plus problématique que ça l'est actuellement, mais tout peut exploser dans une situation comme ça. Puis peut-être que ça va se faire à Montréal parce que c'est encore là une piste, disons, qui peut être compliquée pour des coéquipiers. Oui, et surtout aussi, comme tu l'as dit, c'est un circuit urbain ou semi-permanent, je dirais urbain. C'est un circuit urbain où les murs sont assez proches, donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et justement, Lando Norris, qui a malheureusement eu des séances où il a vraiment accumuler des erreurs minimes, mais qui se sont accumulées, surtout en qualification. Il a été capable de faire le maximum à Monaco. Donc, pourra-t-il répéter ce qu'il a fait à Montréal? Je l'espère. C'est un pilote qui doit justement, je pense, se concentrer sur soi et pas sur les autres. J'ai l'impression que parfois, il a trop l'impression de ne pas faire le travail. Il regarde beaucoup les autres. C'est là qu'il commet des fautes. Puis c'est des erreurs qui peuvent de base paraître peut-être innocentes et tout ça. Mais je veux dire, là, tu te bats pour un championnat du monde. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Mm-hmm. C'est ça que j'ai l'impression que l'an passé, quand il était dans cette mini-course, je dirais même improbable avec Max Verstappen, c'est un petit peu ça que l'on sentait. On sentait un Lando Norris qui était très fragile mentalement sur Verstappen. Puis on dirait que je retrouve un petit peu ce Lando Norris là en ce moment, alors qu'il est en course contre son coéquipier, qui, on va se le dire, Piastri me semble être de fer. Là. C'est vraiment un pilote avec un mental très, très étonnant. Ça, j'ai l'impression que ça joue contre Lando Norris. Ouais. Et aussi, pour compléter avec McLaren, j'ai envie d'ajouter, l'agent d'Oscar Piastri, c'est un certain Mark Webber qui,
il y a 15 ans, se retrouvait dans la même situation, moins Turquie 2010, mais il était en tête du championnat et à un moment donné, ça a commencé à s'effriter et Webber a perdu le championnat carrément en Corée en sortant de piste sous la pluie. Mais j'ai l'impression que il est la meilleure personne pour conseiller Oscar comment bien gérer la pression. Puis Oscar non plus. Et aussi Oscar est vraiment un pilote qui est de glace et qui fait très, très peu d'erreurs. Donc ça va être très important. Mais le plus gros danger de McLaren, outre cette bataille intra-équipe, c'est Red Bull Racing et principalement Max Verstappen dont le premier sujet de conversation quand on va parler de Max Verstappen, c'est ce qui s'est passé à Barcelone. On en avait parlé durant l'épisode d'après-course à chaud. Pour ceux qui se demandent, c'est en fait Verstappen qui a carrément mis en échec George Russell en lui donnant une tape pas très amicale en le laissant passer. Et il s'est pris une pénalité de 10 secondes et 3 points de pénalité. Donc, Verstappen est sous la menace d'une suspension s'il accumule un ou plusieurs points de démérite parce que c'est 12 sur l'ensemble d'un an. Donc, et les prochains points qui vont disparaître, c'est à la fin du mois de juin. Donc, Verstappen doit se tenir tranquille. Cela étant dit, il reste une menace pour les Red Bull. D'ailleurs, il est le vainqueur des 3 dernières éditions du Grand Prix du Canada. Ouais, je crois que ça va être plus compliqué cette année parce qu'évidemment, il n'arrive pas avec la meilleure voiture, mais on a vu que malgré tout, ce n'est pas quelque chose qui ne l'arrêtait. Sur certains circuits, il réussissait tout de même à aller chercher le meilleur. Donc, j'ai l'impression que Montréal pourrait être une place où Max pourrait surprendre encore une fois, même en n'ayant pas la meilleure voiture, en faisant un tour d'anthologie et réussir franchement une prestation étonnante. Mais encore là, j'ai l'impression que McLaren vont vraiment être forts. Donc, je me questionne à savoir si c'est possible de voir un Max Verstappen arriver en surprise, tout ça. Donc, j'ai hâte de voir. Somme toute, je crois tout de même que ce n'est pas cette menace de bannissement pour une course. J'ai quand même l'impression que c'est pas quelque chose qui va arrêter Max et qui va le faire ralentir malgré tout. Donc, j'ai hâte de voir dans quel état d'esprit il arrive. Cet incident est quand même arrivé il y a 2 semaines. Il a reconnu son erreur le lendemain. Je veux dire, on connaît le caractère de Max. Et je veux dire, tout était là pour mettre Max en beau maudit lors de cette course-là. Donc, j'essaie pas de lui trouver des excuses. C'est seulement que je pense que c'est arrivé comme ça. Puis qu'on va revoir le Max depuis 2 ans. Ça va bien aller. Mais aussi, le fait qu'il est actuellement à 49 points de retard de Oscar Piastri, c'est presque l'équivalent de 2 victoires Grand Prix. Donc, ça fait, ce qu'il a fait, pourtant, ça a fait mal, mais il ne faut quand même pas le compter pour battu. C'est juste, il aura beaucoup de rattrapage à faire et espérer que ça aille mal pour McLaren pour qu'il puisse rattraper du terrain. Tout à fait. Puis une saison parfaite n'existe pratiquement pas. Donc, on peut quand même s'attendre à ce que McLaren ait une panne moteur à un moment donné, que Oscar Piastri ne puisse pas terminer une course. Je veux dire, ça, en ce moment, c'est pas arrivé. Mais on s'entend que ce serait surprenant quand même que ça survienne pas. Quoique les meilleurs les champions du monde font 1 à 2 erreurs max ou ont 1 ou 2 problèmes max. Donc, on verra ce qui va arriver à Oscar Piastri ou à Lando Norris. Mais on l'avait déjà dit, le fait que les deux vont se voler des points par un Grand Prix à l'autre pourrait avantager Max à un moment. Là, il n'est pas en situation de se battre. C'est très proche d'Oscar Piastri et Norris.
mais tout peut changer rapidement. Donc, je pense pas que Red Bull est en mode panique. Mais c'est sûr que, disons que Max est plus proche que jamais de perdre son numéro 1. Exact. Mais aussi, il y a un numéro 2. Je pense que l'année dernière, c'était au Grand Prix du Canada que Racing Bulls avait annoncé que Yuki Tsunoda avait prolongé avec eux pour la saison 2025. Finalement, il ne sera pas avec Racing Bulls, mais avec Red Bull Racing, parce qu'il y a eu encore un changement de pilote. Tsunoda a remplacé son bon ami Liam Lawson. Il y a eu des flashs de performance, on va se le dire, du côté de Tsunoda. Ça n'a pas bien été dans les dernières courses. Et surtout à Barcelone, où il a été vraiment laissé à lui-même. Oui, c'est une saison très difficile pour Tsunoda. En fait, comme tout coéquipier de Max, si on regarde un portrait rapide des points qu'il a obtenus, c'est un petit 3 points en Chine, c'est un 2 points à Monaco, non, au Qatar, pardon. C'est un 4 points. Au Bahreïn, tu veux dire? À Bahreïn, pardon, excuse. Ouais. J'ai dit 14, hein? À Bahreïn, c'est un 4 points à Miami, puis un seul petit point pour une 10e place en Italie. Donc, c'est une saison extrêmement difficile. Mais tout pilote chez Red Bull, tout deuxième pilote, on dirait, n'est pas capable soit de tenir la pression contre Max, ou tout simplement parce que la voiture n'est pas capable de le tenir. À Montréal, c'est très difficile parce que c'est une piste qui est très compliquée. Tu dois avoir des réglages, j'ai le goût de te dire, mitoyennes entre de la vitesse et des virages lents. Donc, il faut avoir une bonne voiture pour réussir les meilleurs réglages. Puis en ce moment, cette voiture-là ne tient pas. Donc, j'ai vraiment hâte de voir dans quel type de réglage Tsunoda va s'aventurer à Montréal. Mais ce n'est pas gage de succès pour cette deuxième voiture. Et je n'ai pas l'impression que ça va être à Montréal que ça va mieux aller. Ouais, parce que d'ailleurs, l'année dernière, Sergio Perez avait connu un week-end, un dimanche très difficile, surtout que lui venait de prolonger son contrat pour 2 saisons avec Red Bull. Puis la première course qui était à Montréal, ça a été un échec monumental, sortie de piste. Surtout devant moi, dans le 31, Perez l'a complètement échappé. Ouais, donc pour donner un exemple, c'était au même endroit où Sébastien Vettel l'a presque échappé au Grand Prix du Canada 2011. Ouais. Mais oui, écoute, je pense que Red Bull aura moi je pense que ce sera un peu plus difficile pour Red Bull parce que déjà je pense sur les lignes droites, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est à peu près, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose que au Bahreïn où Verstappen en a arraché. Je sais pas si la configuration entre Montréal et Bahreïn va être la même chose. Quoique on a souvent dit que Montréal est un mini Monza. Ouais, j'ai hâte de voir. Puis tu sais, je vais porter fièrement l'orange et au complet, mais je ne m'attends pas à célébrer une victoire dimanche, malheureusement. Et on verra ce que ça va donner. Mais moi, j'ai surtout hâte de voir ce que Ferrari va faire parce que c'est l'équipe qui est présentement deuxième au championnat des constructeurs avec 165 points et et l'écurie est passée quand même devant Mercedes et Red Bull. Ce sera une première expérience pour Lewis Hamilton en rouge au circuit Gilles Villeneuve, là où il a obtenu sa première victoire. Là, et en plus, il y a une grande communauté tifosi à Montréal. Donc, c'est comme une mini course à la maison. Donc, c'est comme un peu un genre de 3e Grand Prix à saveur italienne pour Ferrari.
Si ça va bien pour Charles Leclerc dans les circonstances, ça va un petit peu moins bien pour Lewis Hamilton, Marc-André. Oui, tout à fait. Je m'attends à une célébration de fans de Ferrari et d'Hamilton en fin de semaine. On sait déjà que Hamilton était très aimé à Montréal. Les Ferrari sont très aimés. Donc là, maintenant que l'union est faite, je m'attends à beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais j'ai l'impression que Montréal, et c'est peut-être cliché, mais pourrait redonner un second souffle à Hamilton parce que, comme tu l'as dit, c'est pas une saison facile. Il a l'air d'avoir beaucoup de difficultés à s'habituer à cette voiture. Maintenant, combien de temps on pourra laisser Hamilton pour s'habituer à cette voiture? Ça, c'est la question que je n'ai pas nécessairement parce qu'à un moment donné, oui, c'est un champion du monde. Il y a 7 championnats du monde. Donc, on peut se dire, hey, ça va être plus facile pour lui de s'habituer à une nouvelle voiture. Oui, mais non. Je veux dire, je pense qu'il faut quand même lui laisser un certain temps. Maintenant, à Montréal, ça va être important de peut-être justement à consolider sur quoi il a, je trouve, bien construit dernièrement, malgré des résultats qui ne viennent peut-être pas complètement. Je sens un meilleur Hamilton dans une meilleure forme récemment. Donc, j'espère que cette union entre Montréal et Hamilton pourra se faire, puis peut-être même avoir de bons résultats. Mais oui, la Ferrari pourrait être en bonne forme. En même temps, dans les dernières années, Ferrari n'a pas été toujours très chanceux ou n'a peut-être pas toujours eu de bons résultats. On se rappellera dans le passé que ça avait été une catastrophe, peut-être la plus grande catastrophe pour ceux qui étaient présents depuis bien longtemps. Donc, non, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Ferrari pourra donner là, à Montréal. Ouais, et pour contexte, l'année dernière, Charles Leclerc a été carrément, je pense Ferrari avait été éliminé, Leclerc avait été éliminé en Q1 ou Carlos Q1. Ouais. Puis Q1 puis Carlos Sainz avait été en Q2 si ma mémoire est bonne. Mais c'était vraiment pas fameux. La course a été difficile. Ils se sont trompés stratégiquement et d'où j'ai commencé à utiliser le fameux terme qui s'appelle le Honse. Le Honse. H-O-N-S-E où en fait ça s'est juste très mal passé et Carlos Sainz qui maintenant n'est plus chez Ferrari avait accroché accidentellement évidemment son futur coéquipier Alex Albon. Mais je pense que la Ferrari montre des éclats de bonnes performances. Je crois que ce que Charles Leclerc a réalisé à Barcelone, oui, a été aidé par Verstappen qui était en perte de contrôle avec ses pneus durs, mais quand même il est sur une séquence de 2 podiums consécutifs. Il a très bien fait à Monaco et même aurait pu obtenir la pole / la victoire encore une fois, mais je trouve que Leclerc a vraiment été capable de tirer son épingle du jeu dans une Ferrari qui est capricieuse. Oui, tout à fait. Je sens que c'est une voiture justement qui est un peu comme la Red Bull dans un autre sens. J'ai l'impression que c'est une voiture justement qui est construite pour que ce soit parfois difficile à conduire, pour justement aller chercher les réglages les plus pointilleux. Donc, j'ai l'impression que ça va être à Charles Leclerc de prouver que cette voiture, justement, dans les dernières semaines, s'est améliorée. Ouais. Il va pouvoir construire, je trouve, sur Monaco quand même. Il a connu tout de même une belle course avec un podium. Il y a du positif pour lui, notamment dans cette course-là. Donc, c'est le temps là, de prendre son air d'aller. Mais en même temps, on se dit ça, mais les réglages changent l'an prochain. Donc, on ne sait même pas dans quelle forme la Ferrari va être. Mais en ce moment, je pense que c'est le temps de profiter du fait qu'elle est tout de même en bonne forme, pour aller accumuler des points. Puis je pense que ça peut commencer à Montréal. Ouais. Et il faut pas oublier aussi que
Il y a aussi le développement pour 2026 qui est très important. Donc, il faut pas sacrifier 2026 pour mettre tout son épingle du jeu en termes de développement sur 2025. On va parler maintenant de l'ancienne équipe de Lewis Hamilton, justement Mercedes, qui avait bien commencé la saison, mais depuis, c'est un peu plus difficile. George Russell, qui a obtenu la pole position de manière pas spectaculaire, il a juste réalisé le même temps que Max Verstappen, mais en étant le premier à le faire, un temps de 1:12 pile, et a fini troisième au circuit Gilles Villeneuve, dans une course qu'il aurait même peut-être pu gagner. Mais cette année, a bien commencé la saison, était un des pilotes, ou sinon le pilote le plus constant, mais malheureusement, la Mercedes a connu bien des ennuis au niveau de la gestion de l'usure des pneus, surtout sur dans des températures chaudes, ça n'allait pas très très bien. À Monaco, ça a été catastrophique avec les deux voitures éliminées en Q2. Donc là, ça s'est bien passé quand même à Barcelone jusqu'à ce que Antonelli abandonne. Mais là, il y a peut-être des chances de voir Mercedes rebondir à Montréal. Ouais, c'est une saison un petit peu injuste, je trouve. Ou du moins des dernières courses assez injustes pour Georges Leclerc. Mon Dieu. My God. C'est qui ce pilote? George Russell, qui, on dirait justement, tu sais, on se dit, hey, c'est une bonne saison pour lui. La Mercedes n'est pas dans une forme parfaite, mais lui donne suffisamment pour qu'il puisse être constant puis aller chercher des podiums, aller chercher des bons résultats, tout ça. Puis dernièrement, c'est l'enfer comment depuis Italie, à quel point ça ne fonctionne pas du tout. Difficile course à Monaco. Pas la meilleure course non plus à Barcelone. A réussi tout de même à aller chercher une 4e position, ce qui est très bon dans son cas. Mais tu sais, je pense qu'il aurait pu avoir un moins bon résultat, puis ça n'aurait pas été surprenant. J'ai vraiment l'impression que c'est une saison comme coup-ci, coup-ça pour lui, du moins depuis Imola. Donc, j'ai hâte de voir dans quelle forme il et elle, en parlant de sa monoplace, va être au Canada. Première présence de Kimi Antonelli. On va faire connaissance avec ce pilote. J'ai très, très hâte de voir ses premiers tours. Et je sens qu'il va avoir un engouement pour lui. Une jeune recrue qui fait quand même tourner les têtes depuis le début de la saison. Oui. Moi, je l'ai pas caché. J'avais quand même j'ai voulu personnellement baisser mes attentes envers lui. Et même, je les ai trop baissées. Je suis impressionné par sa première saison malgré tout. Mais c'est justement un pilote, je crois, qui pourrait peut-être surprendre avec des tours rapides, des bons dépassements et rapidement tomber sous le charme là, des Montréalais. Et effectivement, et d'ailleurs, Kimi Antonelli, pilote de 18 ans, effectivement, qui remplace Lewis Hamilton. D'autant plus, il a obtenu la pole position sprint à Miami, a quand même réussi à de belles performances et surtout que pour un pilote recru, c'est très bien. On va en parler d'ailleurs d'autres recrues parce qu'il y en a 5-6 à peu près sur la grille de départ, même 7 si on parle à temps plein pour toute la saison. Mais Antonelli est celui qui était le plus attendu parce que d'abord il est arrivé à un très jeune âge, mais en plus il a la mission d'être le successeur de Lewis Hamilton, pas en matière juste en matière d'hiérarchie parce que c'est lui qui remplace Hamilton, mais je trouve qu'il a bien fait. A fait très peu d'erreurs non plus, quoiqu'en qualification, il s'est quand même raté à la chicane en qualification, ce qui a ruiné aussi ses chances d'aller marquer des points. Mais il est quand même une des recrues à surveiller. Et peut-être même, on parle d'un futur champion du monde.
Oui, ouais, je trouve que depuis le début d'année, justement, on voit un caractère, du moins chez lui, de championnat du monde. Maintenant, est-ce qu'il va avoir l'opportunité de le gagner? Est-ce qu'il va être en position de le gagner? Et je pense que ça, c'est une question qu'on va pouvoir répondre plus tard. Mais au moins, tu sais, on dit souvent que Norris a peut-être pas le cran d'un championnat, d'un gagnant du championnat du monde mais j'ai l'impression que Antonelli pourrait avoir ce cran et cette mentalité. Donc, attendons de voir si l'opportunité va se présenter. Mais on va voir les premiers tours de roue d'un très bon pilote et on est chanceux quand même là, de pouvoir voir ça à Montréal. Ouais. Donc, très hâte de voir Kimi Antonelli, mais très hâte aussi de voir une équipe qui a fait une grosse amélioration entre 2024 et 2025, autant sur les performances en piste que sur leur effectif. Et c'est Williams qui occupe le 5e rang au championnat des constructeurs cette saison avec 54 points. Donc, Williams qui arrive avec Alex Albon comme meneur d'équipe et Carlos Sainz qui est la nouvelle recrue fraîchement arrivée de Ferrari. Il y a eu de très belles performances de la part des deux pilotes, principalement du côté d'Albon. Et je ne sais pas pourquoi, mais Montréal pourrait être un circuit, il pourrait bien performer. Et je sais que dans le passé, sous l'ère actuelle des voitures à effet de sol, Williams a souvent été bon sur des circuits avec des longues lignes droites et Montréal est un circuit justement fait pour ça. Tout à fait. Et souvenez-vous, on avait eu le plus beau dépassement de la saison probablement, celui de Alexander Albon à Montréal. À la fin de la ligne droite, avait dépassé 2 pilotes en même temps. C'était tout simplement exceptionnel ce dépassement. Et je trouve que ça donnait un certain air d'aller Pardon, je suis en train de voir que les Panthers viennent de prendre les devants. Désolé pour les fans de hockey ou pas, mais ça va déconcentrer un petit peu. Brad Marchand vient de marquer. Fuck. Mais revenons à nos moutons, Abdou, si tu veux bien. Alors oui, je sens que ça donnait un petit air d'aller quand même à Williams. Puis cette année, c'est une écurie vraiment surprenante. Quoique, on s'attendait quand même à une certaine progression. Est-ce qu'elle est venue plus vite que l'on pensait? Peut-être. Mais oui, moi, j'ai écrit au début de la semaine j'ai écrit mes petites prédictions au début de la semaine. Et moi, je mets Williams en Q3 et je mets Williams dans le top 10. À Montréal, j'ai l'impression qu'on va voir une très, très belle performance de l'une des voitures. Peut-être pas les deux, mais j'ai l'impression que soit Alexander Albon, soit Carlos Sainz va réussir à faire quelque chose de très bon. Et se joint à nous Ana Maria Mercado Lopez. Bonjour, Ana Maria. Salut Ado. Donc, Ana Maria, justement, on va parler de Carlos Sainz parce que le pilote espagnol, comme je l'ai dit un peu plus tôt, arrive de Ferrari. Fait peut-être moins bien qu'Alex Albon, mais amène quand même son apport avec Williams. Et c'est une, comment je dirais ça, une grosse amélioration comparée aux autres coéquipiers d'Alex Albon dans les dernières années. Et oui, bien sûr. Carlos Sainz amène quand même beaucoup plus d'expérience. Et on sait que c'est un pilote qui peut performer. Je pense qu'avec William, il donne beaucoup d'informations que c'est très précieux pour le développement de la voiture. Et lui, il fait moins bien, il apparaît moins bien qu'Albon, mais je pense que aussi l'effet adaptation, il était aussi más chanceux, je pense. Ouais.
Évidemment, parce que Albon est le numéro 1 de l'équipe, donc c'est sûr que lui, il connaît il connaît la voiture mieux que Carlos Sainz. C'est une question d'adaptation, un peu comme on l'avait dit avec Lewis Hamilton, mais je dirais même que du côté de Sainz, c'est un peu plus probant parce que, évidemment, il y a plus de latitude avec l'équipe dans laquelle il est. Mais je pense que il amène son lot de soutien, surtout que c'est quelqu'un qui est calé très techniquement. Oui, c'est ça. Ça y est, c'est très technique et je pense que c'est comme tu l'avais dit avant, c'est bien mieux que les pilotes qui étaient avant comme 12e pilote. Je pense que ça y amène toute une nouvelle ère et en plus, il amène beaucoup à Williams question marketing aussi, que c'est très, très important. Même cette semaine, il y a eu une démonstration avec la voiture de Williams à Madrid. Donc, c'est quelque chose que c'est aussi bien pour l'équipe. Exactement. Donc, vraiment, je pense que c'est une belle amélioration. Et puis, qui sait, peut-être qu'encore une fois, sur le circuit Gilles Villeneuve, la chance va leur sourire. Puis, on pourra voir les deux Williams dans les points au circuit Gilles Villeneuve. On va parler de Racing Bulls. C'est une saison en demi-teinte parce que il y a un pilote qui nous impressionne et c'est l'autre recrue, Isaac Hadjar, qui fait très très bien cette saison. C'est d'ailleurs un des seuls qui a atteint la Q3 à toutes les courses cette saison. Je sais que Marc-André, tu avais mis Isaac Hadjar comme recrue de l'année. Évidemment avec Kimi Antonelli qui fait très bien. Je pense qu'Hadjar mérite autant de fleurs que l'Italien. Tout à fait. Je vous l'avais dit qu'il était bon. Oui. Non, mais sans blague. Sans blague, tu sais, c'est sûr que c'est difficile de comparer un pilote qui est dans une écurie de bas de classement avec Antonelli. Je veux dire, je crois que si tu mettais actuellement Hadjar dans la Mercedes, il aurait peut-être probablement des résultats très semblables à Antonelli. Là, est-ce que je suis en train de comparer Antonelli à Hadjar? Pas du tout, mais j'ai toujours cru au talent d'Hadjar et je suis vraiment content. En fait, il surpasse mes attentes parce que je m'étais dit que ça allait être un pilote de course. Ça allait être un pilote de dimanche où peut-être que le placement en qualification allait être un petit peu moins bon, mais que ses départs et son attention générale, son travail général allait vraiment donner des résultats dimanche. Et finalement, il me surprend. En qualification, il est vraiment, vraiment très bon. Et on peut s'attendre encore une fois à peut-être le voir parmi la Q3 s'il garde cette constance-là à Montréal. Mais c'est un très bon pilote. C'est un pilote qui est franc. C'est un pilote qui a un bon coup de volant. J'ai vraiment, mais vraiment hâte de le voir en personne. En plus, c'est un Français. Il va pouvoir arriver ici dans sa langue. Va pouvoir parler avec les fans, va pouvoir interagir avec eux. Je pense que lui aussi a quand même une belle personnalité. Quand même, je pense que les Montréalais pourraient bien aimer Hadjar. Effectivement. Et puis... Et je dois ajouter aussi, ça a été un pilote qui a beaucoup, dans les catégories juniors, qui a été beaucoup reproché. Donc, en fait, on a reproché de ses frustrations à la radio. Pour l'instant, il fait bien. Il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais il a su garder son calme. Donc, ça aussi, c'est bien. Du côté de l'autre côté du garage, ben avec la promotion de Tsunoda chez Red Bull et ça a mené à la rétrogradation, ben le retour de Liam Lawson chez Racing Bulls. Anna, pour Lawson, ça a été un retour un peu plus difficile, mais oui, il a marqué des points à Monaco, mais je pense qu'il recommence à se réadapter tranquillement à
ce qu'on avait vu de lui lorsqu'il avait remplacé Daniel Ricciardo en 2023 et en 2024. Oui, bien sûr. La zone après la grosse passage pour Red Bull, je pense que le retour était un peu difficile. Le retour était un peu difficile, mais tranquillement, ça sent bien. On voit qu'il est quand même plus confortable dans la Racing Bull, mais aussi qu'il y a encore des petits erreurs qui fait que ça fait mal paraître aussi. Il faut que lui, et pas juste la voiture, aussi un peu contrôler pour pas faire trop d'incidents, que c'est ça qui les met toujours dans l'embarras. Ouais, parce que justement Barcelone, je sais pas avec combien de pilotes il a été assez agressif, oui. Mais c'est aussi le Lawson qu'on a appris à connaître en Formule 1, quelqu'un qui n'a pas peur de donner du coude. Donc ça aussi, il est en train de retrouver un peu de confiance, voilà, de confiance de son côté. Donc, moi, j'ai très hâte de voir ce que Racing Bulls va donner. Les deux pilotes ont marqué des points, surtout à Monaco, avec Adjar 6e et Lawson 8e. Donc, ça va être très intéressant à voir. On va parler maintenant de Haas qui va disputer leur 200e Grand Prix en carrière, l'équipe ayant débuté en 2016 au Grand Prix d'Australie. L'année dernière, avec Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, dans des conditions mouillées, avait été très intelligent en débutant la course avec la gomme pluie. Malheureusement, la piste s'est asséchée rapidement et ils ont descendu au classement. Mais je dois dire, et ils ont quand même fait une bonne saison dans les circonstances. Là, c'est la deuxième année d'Ayo Komatsu comme directeur d'équipe chez Haas, avec un nouveau duo de pilotes en Esteban Ocon et Ollie Behrman. Je dois dire quand même, c'est peut-être pas aussi bien que l'année dernière. Il y a beaucoup de carences en qualification, mais en course, ça va mieux, Marc-André. Oui, ça va mieux. Je trouve que c'est une écurie qui, dernièrement, a su profiter des erreurs des autres, mais aussi mieux se structurer. Je sens que c'est justement cette structure que le nouveau directeur de course amène porte ses fruits. C'est pas facile, là. On peut dire ce qu'on veut, là, mais sortir du bas de classement, c'est vraiment pas simple parce que t'as pas tous les outils que les autres ont. À un moment donné, il faut que tu travailles plus fort, mais en même temps, si tu travailles plus fort, ça se peut que tu n'ailles pas dans la bonne direction. Si tu vas pas dans la bonne direction dans des réglages, ben t'es pas plus avancé. Fait que sortir de là, c'est pas facile. Puis dernièrement, on sent une meilleure constance chez Haas, quoique ce n'est pas parfait encore. Mais encore là, on sent aussi peut-être une meilleure intention de faire mieux, une intention de gagner, ou du moins de mieux faire. Et ça, j'aime ça quand même. Oui. Et Anna Maria, il faut aussi qu'on parle de Ollie Behrman, qui est l'autre recrue de ce plateau, qui lui a déjà 3 Grands Prix déjà d'expérience après avoir fait des remplacements l'année dernière. Cette année, il est à temps plein. Comment trouves-tu sa saison en tant que recrue à temps plein? Mais je pense que c'est la recrue, la session à temps plein, ça se passe moins bien que ce que j'avais imaginé, comparé à ce qu'il avait fait l'année passée pendant les 3 courses. Mais il faut dire aussi que c'est pas la même voiture qu'il y a cette année, mais en même temps, comparé à mes attentes,
je pense que je ne sais pas si c'est l'effet d'être à temps plein, mais des fois, les pilotes d'impression qu'ils font 1, 2 ou 3 courses, comme l'a fait Lawson l'année passée, et après, quand ils arrivent à temps plein, c'est plus difficile. Oui. Oui, effectivement, mais il y a aussi un truc, c'est que Behrman est une verte recrue, entre guillemets, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de FP1 au cours de la saison dernière. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Haas aussi. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien l'équipe et même beaucoup mieux qu'Esteban Ocon. Donc, c'est sûr que là, passer de la théorie à la pratique, c'est un peu plus difficile et ça prend ça prend du temps pour s'acclimater. Donc, c'est sûr que comme Antonelli et Hadjar, ça a l'air d'être instantané. Pour Behrman, avec une voiture peut-être moindre ou voire même presque au même niveau que la Racing Bulls, par exemple, ben là, c'est un peu plus difficile, mais je trouve que Behrman fait bien dans les circonstances. Je lui donne encore une chance. Il attend encore de s'améliorer, mais de ce qu'il m'a montré l'année dernière à un court échantillon très bon, à temps plein, ça s'en vient. Je ne suis pas surpris. Je pense qu'il va pouvoir bien s'adapter à la saison au fur et à mesure. Ça ne fait que commencer. On va maintenant parler de Sauber parce que vous savez, pour ceux et celles qui écoutent l'épisode pour la première fois, Sauber est une équipe qui va devenir Audi l'an prochain, mais c'est aussi une équipe qui est là depuis 1993, évidemment sous différents propriétaires, différents noms aussi, BMW Sauber, maintenant c'est Kick Sauber ou Steak haché Medium Sauber, whatever, mais c'est une équipe qui est là depuis 93. Sauf que dans les dernières années, depuis 2 ou 3 ans au Bulletin GP, c'est une équipe dont on parle très, très peu parce que on dirait qu'elle est là elle agit en tant que figurant. Mais là, cette année, ça va mieux et Nico Hülkenberg a réussi à ramener le meilleur résultat de l'équipe depuis 2022 avec une 5e place au Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Et Marc-André, c'est beaucoup, je pense, la performance des Sauber est beaucoup mieux que ce qu'on pouvait le penser. Vraiment, vraiment. Tu sais, je sais pas exactement quel terme on avait utilisé lors de notre épisode de début de saison, mais ça devait pas être très, très gentil. Ouais. Puis, probablement qu'on se disait que, justement, cette écurie-là allait être gars. Et je pense qu'à Monaco, on n'a jamais vu à Barcelone, pardon, on n'a jamais vu autant Sauber de toute la saison. Est-ce que ça s'enligne pour être comme ça à Montréal? Peut-être pas, parce que c'est... Disons que j'ai l'impression que ça pourrait être une course qui moins performante pour Sauber. Mais j'aimerais ça quand même là, que les performances de l'équipe s'améliorent un petit peu avant qu'Audi arrive. Mais j'ai l'impression que le meilleur est peut-être derrière nous, mais on ne sait pas. Peut-être que ça va être bon. Ouais, parce que Nico Hülkenberg arrive justement de Sauber en provenance de Haas. Mais Anna Maria, Gabriel Bortoleto, l'autre recrue, a réalisé jusqu'à présent son meilleur week-end en Formule 1. Il s'est qualifié 12e, a terminé 12e et pendant un moment, on pouvait même croire que il allait se battre pour des points. Oui, c'est ça. Ouais. Bortoleto, je pense que c'est un très, très, très... je pense que c'est un bon pilote qui fait très bien. Et, vu la circonstance et la voiture, c'est dommage qu'il n'arrive pas dans les points. Des fois, il arrive proche, il a fait son meilleur Grand Prix, mais je pense
si on voit toute la session jusqu'à maintenant, il s'est bien débrouillé quand même. Il s'est bien débrouillé. Je pense qu'il fait bien équipe avec Hülkenberg et j'espère que bientôt mais si se passe quelque chose à Montréal, ben, on ne sait pas, pourrait aller, comme dit Marc-André, aller chercher les points pour voir si ça s'améliore avant que l'arrivée de Sauber. Ouais, parce que aussi le fait que Bortoleto non seulement a montré de bonnes choses en course, mais en qualification contre un des pilotes les plus rapides sur un tour. Bortoleto a été, pour la plupart du temps, s'est qualifié devant Hülkenberg. Et ça, c'est quand même un excellent baromètre, je trouve. Alors, je dois lever mon chapeau à Bortoleto parce que, évidemment, peut-être ce n'est pas... Il se retrouve dans une équipe qui est vraiment en fond de peloton, mais c'est quand même le champion en titre de Formule 2. Il ne faut pas l'oublier. Il a du talent. Il a gagné la F2, il a gagné la F3 à sa première année en plus dans les deux cas. Alors, Bortoleto n'est pas un pilote figurant, loin de là. Alors, donnez-lui un peu de temps, donnez-lui une voiture qui est capable de se battre justement contre d'autres voitures du milieu de peloton, puis il va en récolter des points. Donc, ce n'est que le début pour Bortoleto, mais de ce qu'il a prouvé, il fait bien dans les circonstances. Là, on va parler de Aston Martin et juste avant de parler de l'équipe, au moment d'enregistrer, on n'a toujours pas de nouvelles concernant l'état de santé de Lance Stroll. Est-ce qu'il va être à Montréal ou il ne le sera pas? Donc, toutes les rumeurs qu'on entend au moment où on enregistre ne sera pas évoquées. Donc, évidemment, Aston Martin va nous communiquer le tout en temps et lieu. Donc, tout ce qui se lit sur Internet, c'est sur une base de rumeurs. Maintenant, on va parler de la saison en tant que telle. C'est une saison décevante. Je sais qu'il y a Adrian Newey qui s'est joint à l'équipe depuis le mois de mars, avril même. Mais je crois que l'objectif, c'est surtout préparer 2026. Cela étant dit, Lance Stroll a beaucoup plus de points que Fernando Alonso et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Quoique Alonso a finalement marqué ses premiers points à Barcelone, Marc-André. Alonso, je suis un peu déçu de lui cette saison. Ouais. Ben, est-ce que c'est fin? Est-ce qu'il a encore l'énergie, la passion? Je veux pas lui donner je veux pas justement, je veux pas être trop négatif envers lui, mais c'est sûr ce qu'il nous montre actuellement, c'est une saison compliquée. Puis je te dirais que c'est pas facile non plus de le voir dans un état comme ça parce que bon, c'est Alonso, le grand champion, ou du moins le grand pilote, pas champion depuis quand même un petit bout, mais quand même, tu sais, ça reste un très, 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 très bon pilote. Puis de le voir dans cette il est quand même, tu sais, c'est pas la meilleure voiture en plus. Fait il est comme toujours sous le danger d'une mauvaise performance. Moi, je pense que est-ce qu'on va voir peut-être la dernière performance d'Alonso à Montréal? J'espère vraiment que non. Mais ça se pourrait. Écoute, on voit que c'est on voit que c'est un pilote qui perd peut-être en efficacité, mais tout de même encore qui a de bons réflexes. Donc, j'ai hâte de voir comment il peut se remettre de ce mauvais début de saison, mais ce sera pas facile pour lui. Non, parce que Alonso a quand même 3 abandons cette saison. Un en Australie sur un accident sous la pluie. Il a abandonné à Monaco sur un problème mécanique et je crois l'autre c'était au Japon. C'était ça au Japon
ou en Arabie Saoudite, corrigez-moi si je me trompe, mais il a 3 abandons cette saison et je pense dans 2 de ces 3 abandons, il était dans les points. Mais Lance Stroll, quant à lui, même s'il y a eu des performances dignes de Stroll, il a quand même marqué des points dans des courses où on ne l'a pas vu, mais il a fait le travail. Et ça aussi, c'est quelque chose à noter parce que je sais que Lance Stroll, Anna Maria, est le bouc émissaire des problèmes d'Aston Martin, mais c'est un problème plus profond que ça. Oui, c'est ça. On dirait que... Mais c'est pas mauvaise stratégie non plus de côté d'une équipe aussi dit, ben regarde, parce qu'on n'a rien fait cette année, on va tout jeter à la poubelle et on travaille sur l'année prochaine, que toute la nouvelle réglementation, etc. Mais en même temps, ça crée beaucoup de frustration, parce que ça crée frustration pour les pilotes, aussi pour l'équipe, dont... y c'est très décevant. On s'attend à quelque chose. Comme tu as dit, Stroll quand même a fait le travail. Quand il a eu la chance d'aller chercher quelque chose, il est allé chercher les points. Après, il y en a une course où ça s'est soldé pour, on dirait, mauvaise chance. Quand il jouait sur une stratégie dont tout était perdu à cause de la voiture de sécurité, mais ça passe pas dans toutes les courses. Mais la vérité, c'est que la performance de la voiture n'y est pas. Il n'est pas là. Et comme tu dis, c'est très facile parce que c'est comme quand il était à Williams. C'est très facile de dire, ah, ben lui, il est mauvais pilote, etc. Et pendant que le monde chiale sur lui, ben, Aston, il continue ces choses, il n'y a pas de problème, personne ne se demande. Mais il ne peut pas non plus ignorer que on voit Alonso un peu désespéré, déçu. La dernière course, il disait, j'ai juste envie de garder la voiture et partir à la maison. Ouais. Avant Espagne, Monaco. Donc, c'est ça. Il y a la frustration, Fernando est frustré. On peut noter, même si on écoute presque jamais Alain sur la radio, ou on l'écoute presque jamais en public, c'est là que aussi, ben, la frustration, ça commence à sortir. Et c'est quelque chose que l'équipe, il doit faire quelque chose, parce que non, ils se battent pour la dernière place au championnat. Ouais, parce que actuellement, Aston Martin est à égalité avec Sauber au 8e rang, mais comme la 5e place de Nico Hülkenberg est le meilleur résultat qui départage en fait le classement, ben Aston Martin est avant-dernier. Il y a seulement Alpine qui fait pire que ça. Et juste avant de terminer et de passer justement avec Alpine, ben c'est très compliqué parce que ils ont embauché Adrian Newey, certes. Il y a Cardile qui va s'amener à Aston Martin à un moment donné durant l'année. Il y a Andy Cowell qui est là. Donc, il y a quand même de grosses têtes pensantes chez Aston Martin, mais j'ai l'impression qu'il y a rien qui fonctionne pour le moment. Et ça va être de voir justement comment on va se débrouiller. Mais ça, c'est à suivre. La saison est encore jeune et encore une fois, l'objectif, c'est pour 2026, surtout avec un moteur Honda. Et on va terminer avec justement la dernière équipe. Attends, je pense que ça c'est pas très bien joué. Ouais, Alpine avec notre bon vieux Flavio Briatore, qui est techniquement pas un directeur d'équipe, il est par défaut entre guillemets parce que Oliver Oakes a remis sa démission, pas parce que à cause de désaccords concernant cette tragédie grecque qu'a été le remplacement de Jack Doohan par Franco Colapinto.
OK, avant de parler de Pierre Gasly, je veux parler de ça parce que ça n'a pas l'air de fonctionner. Franchement, là. Et je m'excuse, mais présentement, et c'est pas de la faute à Colapinto, mais ça a été remplacé Doohan par Colapinto dans une Alpine qui est mieux que la voiture de l'année dernière à pareille date, mais pas aussi fameuse. C'était comme remplacer un 25 sous par 4,30 piastres Anna Maria. Oui, c'est ça. Mais mais le monde s'attendait à plus. Je pense que, on va dire ça comme ça, je pense que Flavio s'est donné un peu la balle dans les pieds parce que Colapinto ne fait pas non plus mieux. C'est comme on dit, si tu changes de DCF pour DCF, ça change rien. Et en plus, ça commence à coûter un petit peu cher parce qu'il y en a des accidents aussi, des crashs. Au moins, comment ça s'appelle? Au moins, les pilotes qui étaient avant. Doohan, si au moins Doohan, oui, il ne marquait pas de points, mais il n'y a pas eu la chance non plus. Il y a eu combien? 3 courses? 6. 6 courses, mais il n'y a pas eu de points, mais au moins, il n'y a pas fait trop de dommages non plus. Ouais, maintenant, on a un Colapinto qui, oui, est là, on sait qu'il est rapide, mais il n'est pas capable de se contrôler non plus. Il est très rapide, mais le problème, c'est qu'il approche trop les problèmes. Et pas juste de côté de la piste. Ouais, parce que je vais mettre ça en contexte. Le meilleur résultat de Jack Doohan cette saison, c'est une 13e place en Chine. Même chose pour Franco Colapinto à Monaco. Et en 3 courses jusqu'à présent, parce qu'il a une période d'essai de 5 courses qui se termine après le Grand Prix d'Autriche. Colapinto a terminé 16e, 13e et 15e, alors que Jack Doohan a eu 2 abandons, dont le dernier n'était pas de sa faute, mais sinon 13e, 15e, 14e, 17e, donc il n'y a pas grand-chose. Et aussi, compte tenu de la manière dont les 2 pilotes ont conduit durant le Grand Prix, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé. Inversement, Pierre Gasly au moins est là pour donner des points à Alpine, Marc-André, et ça au moins c'est un aspect positif. Oui, c'est un aspect positif, mais combien de temps il va être là aussi? Je veux dire, si Pierre Gasly ne voit pas de progression dans cette voiture-là, je me questionne à savoir s'il serait pas intéressé à se trouver autre chose. Bon, oui, il y a des contrats, mais on sait qu'en Formule 1, les contrats, ça peut de poids quand on veut partir ou quand on veut un nouveau changement. Puis actuellement, j'ai l'impression que tout ce qu'on a promis à Pierre Gasly n'existe tout simplement pas. C'est une saison excessivement difficile pour Alpine. Flavio Briatore peut arriver avec ses gros sabots, mais il peut pas faire de miracle non plus. Donc, il est vraiment, vraiment hâte de voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines avec cette voiture, mais le développement est arrêté. On s'en va sûrement vers 2026. Il n'y a rien qui change. J'ai peu d'espoir pour Pierre, malheureusement. C'est très, très, très difficile. Et 2026 avec un moteur Mercedes plutôt qu'un moteur Renault parce que c'est la dernière année de moteur Renault en Formule 1. Ils vont se concentrer sur autre chose. Mais bon, pas mal, non? C'est français, anyways. On va se terminer là-dessus. Je veux pas non plus me brûler avec l'auditoire français. On va terminer sur des prédictions très rapidement. Je vais vous demander, Marc-André, Anna Maria, pole position pour le Grand Prix du Canada. Marc-André. Lando Norris. Lando Norris. Parfait. Anna Maria.
J'allais dire la même chose, Lando Norris. Moi, je vais vous surprendre, Oscar Piastri. Il y a des chances. Ouais. Donc, je vais l'inscrire ici. Donc, Anna Maria et Marc-André ont dit Lando Norris et moi, j'ai mis Oscar Piastri. Et finalement, la victoire à Marc-André. Oscar Piastri. Donc, en course, Marc-André donne Oscar Piastri. Anna Maria, On sait déjà c'est qui. autre que lui, autre qu'un Lance Stroll. Autre que... Son remplaçant. Non. Ça a été Hamilton. Oh! Tabarnouche. OK. Lewis Hamilton. Oh, ça, c'est bold. Moi, je vais y aller avec Lando Norris. Oh ouais, il va réussir à compléter sa pole. Ou peut-être qu'il va réussir un bon départ sans le rater non plus, hein. C'est vrai. Donc, j'ai hâte d'entendre vos prédictions à vous pour le Grand Prix du Canada, qui obtiendra la pole et la victoire. C'est ce qui va compléter cet épisode du Bulletin GP. C'est une grosse semaine qui vous attend. Il y a déjà le guide du Grand Prix du Canada concocté avec l'aide de la Monoplace pour vous aider si jamais vous allez au Grand Prix du Canada sur les recommandations, les activités sur place et à Montréal aussi. On a aussi le guide de la F1 Academy qui s'en vient pour la première fois au circuit Gilles Villeneuve. Et d'ailleurs, c'est disponible sur le bulletin gp.substack.com, tout comme le guide d'ailleurs. Et on aura aussi l'émission d'après-course qui sera disponible mardi sur vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Et évidemment, on est disponible sur Facebook, Threads, Instagram et Blue Sky @ le bulletin GP. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a la Monoplace, le groupe Facebook dirigé par les frères Légaré Turcotte, avec Anna Maria Mercado Lopez et moi comme modérateur en plus de ça. Et si jamais vous êtes au Grand Prix, n'hésitez pas à nous envoyer des photos et à le partager avec tout le monde, que ce soit votre première, deuxième ou bien même votre 45e fois au circuit Gilles Villeneuve. N'hésitez pas à partager vos photos. C'est cet esprit de communauté qui fait du bien. Alors, Marc-André, Anna Maria, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Abdou. Et merci, Marc-André. Merci, Abdou. Donc, oh oui, là, je t'entends. OK. Bon, ben merci, Abdou. Ça me fait plaisir. Et là-dessus, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Profitez de votre fin de semaine du Grand Prix du Canada ainsi que des 24 heures du Mans. N'oubliez pas, il y a les 24 heures du Mans, puis il y a une course d'IndyCar en plus. Mais profitez surtout du Grand Prix du Canada. C'est notre course nationale. On va en profiter au max. Allez, salut tout le monde. Prenez soin de vous. Salut à tous.